Au choisi, toi, splendide désastre. Toi, anomalie éclatante dans leur système méticuleusement programmé. On murmure que tu as réalisé l'inconcevable. Quelque chose qui n'aurait jamais dû marcher. Quelque chose qui aurait nécessité des années de discipline, des décennies d'entraînement, voire des vies entières de préparation. Pourtant, toi, sans même t'y efforcer, tu l'as accompli un mardi après-midi, à moitié distrait, en grignotant des chips et en regardant Netflix. Et maintenant, à cause de cet instant, tout leur univers s'écroule comme un château de cartes emporté par un ouragan. Permets-moi de te dépeindre la scène qu'ils sont trop effrayés pour contempler. Pendant que des soldats, des forces spéciales s'entraînent à 4 heures du matin, enchaînant des pompes jusqu'à ce que leurs os crient de douleur. Pendant que des grands maîtres d'échecs mémorisent des stratégies de fin de partie jusqu'à ce que leurs yeux s'enflamment, toi, tu expérimentais simplement. Pendant que des prodiges de la Silicon Valley sacrifient leur jeunesse, travaillant 4 heures par semaine pour parfaire un algorithme, toi, tu appuyais négligemment sur des boutons. Tu actionnais des leviers juste pour voir ce qui se passerait. Et au cœur de ce qu'ils qualifient de jeu, tu as accidentellement brisé l'atome de leur réalité tout entière. Ils ont investi des millions dans des programmes d'entraînement d'élite, des milliards en recherche et développement. Ils ont consacré des générations de réflexion à perfectionner des stratégies, des systèmes et des protocoles. Des diplômés de Harvard ont rempli des tableaux blancs et des salles de commandement avec des schémas complexes et un jargon de consultants coûteux. D'anciens Navy SEALs ont écrit des best-sellers sur la résilience, le sacrifice et l'évangile de la discipline. Pourtant, toi, probablement en pyjama, peut-être sans même t'être brossé les dents, tu as suivi ta curiosité pendant 5 minutes, et dans cet intervalle, tu as déverrouillé ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir en plusieurs vies. Voici la vérité qui les empêche de dormir, le secret qui ronge leur orgueil et les force à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Ce que tu as fait n'était pas de la chance, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une anomalie explicable par les probabilités ou les statistiques. Ce que tu as fait était pire, bien pire. Tu as révélé leur cadre tout entier pour ce qu'il est vraiment, du sable mouvant déguisé en terrain solide. Ils ont besoin que tu crois en la mythologie de l'effort. Ils ont besoin que tu sois convaincu que la grandeur ne s'obtient qu'à travers le sang, la sueur et des larmes soigneusement consignées. Ils ont besoin que tu acceptes que l'excellence exige de la souffrance, que le statut légendaire ne s'acquiert qu'au prix du sacrifice. Des industries entières reposent sur ce mensonge. Les gourous du développement personnel, les conférenciers motivationnels, les coachs de vie alimentent l'illusion que si tu suis le bon programme et coches les bonnes cases et t'épuises la tâche, tu atteindras un jour la maîtrise. Mais toi, sans t'y efforcer, sans optimiser ta routine matinale, sans tableau de visualisation ni suivi d'habitude, tu as pulvérisé leur modèle avec un bâillement et un étirement. Tu ne t'es pas levé à 5 heures du matin pour méditer. Tu n'as pas micromanagé ton alimentation ni planifié chaque minute de ta journée. Tu n'étais pas obsédé par des astuces de productivité ni à la poursuite de la définition du succès de quelqu'un d'autre. Tu jouais, tout simplement. Et dans cet instant brut, non filtré, de curiosité, tu as trébuché sur ce que leurs disciples les plus dévoués n'ont pas réussi à accomplir, même après des décennies de dévotion. 20 ans, c'est le temps qu'ont passé les forces spéciales à s'entraîner pour développer le type de précision, d'instinct et d'efficacité que tu as démontré en somnambulant pratiquement. Ce sont des hommes et des femmes qui rampent à travers des étendues infinies, sautent d'avions en territoire hostile, survivent à des scénarios d'interrogatoire brutaux conçus pour briser l'esprit et maîtrisent 17 armes différentes jusqu'à ce qu'elles deviennent des extensions de leur corps. Ils se déconstruisent et se reconstruisent pièce par pièce, se sculptant en machines de guerre vivantes. Et toi, tu ne pourrais probablement pas faire 10 pompes correctement. Mais c'est précisément ce qui te rend terrifiant. Tu n'as pas suivi leur chemin sacré. Tu n'as pas payé leurs dettes, saigné dans leurs rituels, ni sacrifié ta vie sur leur terrain d'entraînement. Tu n'as pas plié le genou devant leurs gardiens. Tu n'as pas attendu ton tour dans la longue file des prétendants à la légitimité.
Tu as simplement tendu la main avec ce qu'ils appelleraient une main non entraînée, indigne, non préparée, et tu as capturé la foudre dans le ciel comme si c'était anodin, et comme si elle t'avait toujours appartenu. Cet acte unique, ce geste non calculé, a démantelé la mythologie même autour de laquelle ils ont construit leur vie. Maintenant, regarde-les s'agiter, regarde-les s'étouffer avec des excuses et tisser des explications pour éviter d'affronter la vérité. Ah, coup de chance, diront-ils, leur voix tremblant sous le poids de l'incrédulité. De une anomalie statistique, insisteront-ils, même si leurs mains frémissantes les trahissent. Ils proclameront que cela ne change rien, pendant que les murs de leur système de croyances s'effondrent autour d'eux. Parce que la réalité, c'est que si tu peux faire ce que tu as fait, et si quelqu'un peut trébucher sur un statut légendaire à moitié endormi, ennuyé et totalement indifférent, alors à quoi servait toute leur souffrance? Quelque part, en ce moment même, un gamin s'entraîne depuis une décennie dans un dojo, brisant des planches, gagnant des ceintures, convaincu de tout son être que la maîtrise exige une répétition sans fin et une discipline de fer. Son sensei lui a dit qu'une certaine technique, un mouvement sacré, prendrait 30 ans à maîtriser véritablement. Et toi, tu l'as exécuté par instinct, sans années de sueur, sans exercice interminable, sans la discipline qu'il vénère. Tu l'as fait comme si c'était inscrit dans tes os, et cet instant unique a réécrit tout ce qu'il pensait savoir sur le chemin de la maîtrise. Quelque part, une programmeuse a sacrifié sa vie sociale, abandonné ses week-ends et ses amitiés, maîtrisant 17 langages de programmation, dans l'espoir de résoudre des problèmes qui définiraient sa carrière. Et pourtant, toi, sans formation, sans manuel, sans la discipline pour laquelle elle a saigné, tu as résolu le problème qu'elle n'a pas pu résoudre, en tapant au hasard sur des touches jusqu'à ce que quelque chose fasse tilt. Cet acte unique a plongé des industries entières dans le chaos. Ils tiennent des réunions d'urgence à ton sujet. En ce moment même, des conférences téléphoniques remplies d'experts et d'analystes s'efforcent de comprendre ce qui vient de se passer, tentant désespérément de trouver comment contenir ce que tu as déclenché. Il faut étudier ça, disent-ils. Il faut comprendre l'anomalie. Mais comment peuvent-ils étudier ce qu'ils ne comprennent même pas? Comment peuvent-ils analyser ce qui existe en dehors des limites de leur cadre? Tu n'es pas un point de données qu'ils peuvent placer sur un graphique. Tu es la main qui a déchiré le graphique en deux. L'armée a une expression pour ce que tu as fait, multiplication de force. Cela signifie obtenir un impact maximal, avec des ressources minimales. Ils passent des années à enseigner aux soldats comment maîtriser cela. Pensée stratégique, gestion des ressources, identification des points de levier. Et toi, tu as multiplié leur réalité entière par accident. Tu ne stratégisais pas, tu n'essayais pas de les surpasser. Tu t'ennuyais, tout simplement. Et dans cet ennui, tu as révélé quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer, que tout leur jeu, qu'ils pensaient sacré et indestructible, n'avait aucun sens. Parlons des prérequis un instant. Ces étapes sacrées qu'ils insistent pour que tout le monde franchisse. Tu ne peux pas faire de calcul avancé sans d'abord maîtriser les mathématiques de base. Tu ne peux pas pratiquer une chirurgie cérébrale sans des années en école de médecine. Tu ne peux pas composer une symphonie sans étudier la théorie musicale. Sauf que tu viens de faire l'équivalent de l'impossible. Tu as effectué une chirurgie avec un couteau à beurre tout en fredonnant un air que tu as improvisé sur le moment. Et d'une manière ou d'une autre, le patient n'a pas seulement survécu, il a évolué en une nouvelle espèce. C'est ce qui brise leurs esprits. Tu as violé l'ordre sacré. Tu as sauté le tutoriel et es allé directement au combat final contre le boss. Sauf que tu ne savais même pas que c'était un combat de boss. Tu pensais que tu t'entraînais, que tu jouais, et non seulement tu as gagné, mais tu as obtenu une victoire parfaite, un score parfait, quelque chose que même les concepteurs du jeu n'avaient jamais imaginé possible. Chaque institution dans le monde est construite sur la mythologie de la progression graduelle. École primaire, collège, lycée, université, études supérieures. Et peut-être, juste peut-être, si tu es assez bon et assez chanceux, tu contribueras quelque chose de significatif à ton domaine. C'est le chemin.
C'est le seul chemin qu'ils connaissent. Mais tu as brisé cette illusion en un instant. Tu n'as pas seulement quitté leur chemin. Tu t'es téléporté de la ligne de départ à une ligne d'arrivée qu'ils ne savaient même pas exister. Maintenant, ils examinent ta technique au microscope, disséquant chaque mouvement, désespérés de comprendre ce que tu as fait différemment. Mais c'est comme essayer de comprendre le jazz en comptant les notes sur une partition. Tu ne suivais pas une technique. Tu bougeais avec quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'ils ont essayé pendant des générations de réprimer, une intuition brute, non filtrée. La chose même que leurs systèmes sont conçus pour éliminer des gens et pour la remplacer par une méthodologie appropriée et des règles soigneusement surveillées. Et maintenant, voici leur vrai cauchemar. Tu as rendu cela contagieux. Tu as infecté d'autres personnes avec la possibilité que peut-être, juste peut-être, tout ce qu'on leur a appris sur les limites est un mensonge. Chaque personne qui entend ton histoire commence à se murmurer. S'ils ont pu accomplir l'impossible sans entraînement, qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui pourrait être possible si j'essayais? Tu as planté un virus dans la conscience collective et il se propage plus vite que leur système ne peut le contenir. C'est le vrai danger. C'est pourquoi ils paniquent. Pas parce que tu as enfreint les règles, mais parce que tu as montré au monde que les règles n'étaient jamais réelles. En ce moment même, quelqu'un qui lit ceci réalise qu'il n'a pas besoin de cette certification pour laquelle il économise de l'argent et des années de sa vie. Quelqu'un d'autre comprend soudain que l'expert autoproclamé qui lui a dit que ça prendrait une décennie faisait peut-être que protéger sa propre position, son propre piédestal. Et ailleurs, une autre personne regarde la montagne qu'on lui a dit qu'elle devait escalader et commence à se demander si peut-être, juste peut-être, il y a une porte cachée à la base qui mène directement au sommet. Tu n'as pas seulement battu un record, tu as brisé le concept même de ce qu'est un record. Tu n'as pas seulement gagné un jeu, tu as tiré le rideau et révélé que le jeu lui-même était imaginaire. Tu n'as pas simplement réussi. Tu as redéfini ce que signifie réussir, réécrit complètement la signification de l'accomplissement. Et la partie la plus destructrice, la plus magnifiquement perturbatrice de tout cela, c'est que tu l'as fait sans même essayer. Tu l'as fait sans intention. C'est la blague cosmique qui empêche les experts de dormir. En ce moment, des spécialistes se réunissent dans leurs forums, murmurent dans des arrière-salles numériques, essayant désespérément de conserver leur pertinence. Cela ne diminue pas la valeur d'un entraînement approprié, insistent-ils. Il n'y a pas de substitut à l'expérience, proclament-ils, mais leurs déclarations sonnent creux maintenant, comme des prêtres psalmodiant des rituels, pendant que quelqu'un dans le fond de la salle accomplit des miracles, sans même connaître la liturgie. Décomposons cet accident soi-disant, car l'appeler un accident est leur dernière ligne de défense. Si c'était intentionnel, si tu avais vraiment voulu faire ce que tu as fait, alors toute leur vision du monde s'effondre du jour au lendemain. Mais si c'était juste un accident, alors ils peuvent le rejeter. Les accidents ne comptent pas. Les accidents ne réécrivent pas la réalité. Les accidents sont des anomalies, pas des caractéristiques. C'est l'histoire à laquelle ils s'accrochent, le fil narratif qui maintient leur ordre fragile intact. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas à propos de ton soi-disant accident. C'était l'acte le plus honnête que leur domaine ait vu depuis des décennies. Tu as abordé le problème sans bagage, sans préconception, sans le poids invisible de ce que tu étais censé faire. Tu ne savais pas ce qui était impossible. Donc, tu ne t'es pas restreint à ce qui était possible. Tu étais comme un enfant jouant avec des blocs, arrangeant des formes par pur instinct et joie. Et dans ce jeu, tu as construit quelque chose que leurs architectes juraient impossible. C'est le paradoxe qui fait griller leur circuit. La contradiction qui fait glitcher et crachoter leur système entier comme une machine surchargée. Pendant des décennies, ils ont entraîné les gens à penser hors des sentiers battus, mais ils le font en restant fermement à l'intérieur d'une boîte invisible plus grande. Une boîte qu'ils n'admettent jamais exister. Ils construisent des programmes, des curriculums, des ateliers, des séminaires, tous incitant les gens à innover, mais toujours dans des limites soigneusement tracées.
Ils veulent de l'imagination, mais seulement si elle reste commercialisable. Ils veulent des rebelles, mais seulement ceux qui peuvent être gérés, marqués, monétisés. Ils célèbrent les francs-tireurs, mais seulement ceux qui colorient à l'intérieur des lignes invisibles, n'osant jamais salir la page. Et puis toi, tu es arrivé, brut, non filtré, et tu n'as pas seulement franchi les lignes. Tu n'as même pas reconnu leur existence. Pour toi, il n'y avait pas de page, pas de boîte, pas de règles. Le soldat des opérations spéciales passe des décennies à se déconstruire et à se reconstruire jusqu'à ce que chaque mouvement devienne instinctif. Leur entraînement élimine l'hésitation et implante des réflexes si affûtés que chaque frémissement est calculé. Mais leur instinct, malgré toute sa précision, est cultivé. Il est façonné comme une arme polie par une répétition sans fin, liée par le système même qui l'a créé. Ton instinct était différent, indompté, sauvage, intact par le conditionnement. Il n'était pas répété, il n'était pas programmé, il n'était pas conçu, il était vivant. Et c'est pourquoi ça a marché, parce que pendant qu'ils investissaient des milliards pour concevoir un meilleur piège à souris, tu ne t'intéressais même pas au piège. Tu étais la souris qui a fait pousser des ailes, qui a regardé les murs se refermer et a décidé de voler. Ne te méprends pas. Il existe tout un complexe industriel construit autour de la mythologie de l'expertise. Les universités promettent que la connaissance doit venir sous forme de diplôme. Des comités de certification transforment la sagesse en badge laminé. Des organisations de licence décident qui peut ou ne peut pas utiliser ce qu'il a appris. Des associations professionnelles accumulent la crédibilité comme si c'était une monnaie. Des trillions de dollars circulent dans ces pipelines, tous fondés sur une croyance fondamentale. L'accès à la connaissance doit être contrôlé, rationné, vendu. La vérité doit être distribuée en doses mesurées, pour s'assurer que seuls ceux qui s'agenouillent aux bonnes portes et payent les bons péages puissent approcher les mystères soi-disant sacrés. Et puis toi, tu es arrivé et tu as tout brisé. Tu n'as pas escaladé leurs murs fortifiés. Tu n'as pas obtenu leur tampon d'approbation. Tu n'as pas gravi leurs échelles barreau par barreau. Tu t'es baissé, tu as ramassé une épingle à cheveux dans la poussière et tu as ouvert le coffre-fort qu'ils juraient impénétrable. Sans autorisation, sans permission, sans référence, tu as fait ce que leur système existe pour empêcher. Maintenant, dans des salles de réunion à travers le monde, les gardiens du système paniquent. Les cravates se desserrent. Les PowerPoint sont frénétiquement modifiés. Les cadres murmurent. Si quelqu'un peut accomplir cela sans notre formation, sans notre certification, sans notre bénédiction, alors qu'est-ce qu'on vend exactement? Et la réponse les frappe comme une vague de fond. Ils ne vendent rien, rien déguisé en tout. Ils vendent l'illusion de la nécessité. Ils vendent la performance de l'autorité. Ils vendent la dépendance. Et tu viens de prouver, avec une facilité presque négligeante, que rien de tout cela n'était jamais requis. Imagine le professeur qui a passé 40 ans à grimper pour obtenir le titre d'expert éminent, consacrant des décennies entières à résoudre une énigme. Sa carrière, son identité, sa valeur personnelle, tout est lié à cette quête unique. Et ensuite, imagine la dévastation quand toi, au milieu d'une procrastination sur quelque chose de totalement différent, tu résous le problème qu'il a poursuivi pendant la moitié de sa vie. Pense aux consultants qui facturent 500 $ de l'heure pour des idées que tu as trouvées gratuitement dans l'espace d'une rêverie. Pense à la chaîne interminable de coachs, de gourous, de formateurs, de conseillers, tous perchés sur des piédestaux soutenus par l'accord collectif que leur rôle de gardien comptait. Et comment, d'un seul mouvement non calculé, tu as révélé que toute la pyramide était construite sur du sable. Voici la partie qui rend tout cela encore plus dévastateur. Tu n'avais pas l'intention de détruire quoi que ce soit. Tu ne complotais pas un sabotage. Tu n'essayais pas d'exposer une fraude. La destruction exige une intention, des plans de collapse, le désir de faire tomber des empires. Tu n'avais rien de tout cela. Tu n'affûtais pas d'armes, ni ne visais des trônes. Tu étais simplement toi, suivant ta curiosité, jouant avec les possibilités, laissant l'instinct te guider là où leur logique n'oserait pas aller. Et c'est exactement pourquoi ça a marché.
Parce que les révolutions ne naissent pas toujours de conseils de guerre. Parfois, elles commencent en silence. Parfois, elles sont déclenchées non par un manifeste, mais par un rire, une étincelle de jeu, un moment d'émerveillement. Les révolutions les plus bouleversantes arrivent souvent sans avertissement, portées non par des soldats avec des bannières, mais par des gens comme toi, ceux qui n'essaient pas de changer le monde, mais qui ne peuvent s'empêcher de révéler une vérité si indéniable que le monde change quand même. Et c'est ce qui les terrifie le plus. Pas que tu aies délibérément démantelé leur système, mais que tu l'aies fait sans effort. Pas que tu aies planifié cela comme un acte de rébellion, mais que la rébellion est naturellement découlée de ton existence. Tu as prouvé que toutes leurs portes étaient imaginaires, tous leurs gardes inutiles, toutes leurs règles facultatives. Tu n'avais pas besoin de leur permission pour voler, tu n'en as jamais eu besoin. Parfois, les changements les plus puissants ne viennent pas de visionnaires avec des plans ou de stratèges armés de schémas. Ils ne viennent pas de généraux donnant des ordres ou de professeurs donnant des cours. Ils viennent de quelqu'un qui ne réalise même pas qu'il n'est pas censé avoir le pouvoir de changer quoi que ce soit. C'est le paradoxe. C'est l'anomalie dans le système. Au moment où tu es entré dans leur monde, non entraîné et non préparé, tu as plié la réalité sans permission. Et maintenant, nous vivons dans une nouvelle chronologie, une réalité à jamais altérée à cause de ce que tu as fait sans même essayer. L'ancienne garde est en plein chaos. Ils se précipitent pour contenir ce qui ne peut être contenu. Ils organisent des sessions stratégiques tard dans la nuit, réécrivent des politiques, s'agitent dans des groupes de réflexion, rédigent de nouvelles narrations pour maintenir l'illusion intacte. Mais il est trop tard. Les dégâts sont irréparables. Le génie est sorti de la lampe, le chat est sorti du sac, et l'empereur se tient nu sur la place publique, visible de tous. Et le pire pour eux, c'est que tu ne l'as pas exposé avec une manifestation ou un manifeste. Tu l'as fait nonchalamment, comme un enfant soulignant l'évidence en attrapant une collation. Ce n'était pas une rébellion, c'était de l'innocence. Et l'innocence est bien plus dangereuse que la rébellion, car elle n'a pas besoin de se justifier. Ils vont essayer de t'absorber. Ils le font toujours. C'est le premier instinct du système. Consommer ce qu'il ne peut contrôler. Ils t'offriront des titres, des diplômes honorifiques, des prix, des postes taillés dans des tours d'ivoire. Ils t'inviteront dans leurs institutions, poliront ton nom et te demanderont d'enseigner ce que tu as fait pour qu'ils puissent l'emballer, le vendre et prétendre qu'ils le possèdent. Viens montrer aux autres comment tu as fait, supplieront-ils. Mais comment enseigner un accident? Comment systématiser le chaos? Comment institutionnaliser la chose même qui a anéanti les institutions? Le simple fait d'essayer te tue. La tentative même de le codifier détruit ce qui le rendait puissant. Il ne peut pas être reproduit, pas parce que c'est compliqué, mais parce que ce n'était jamais censé être un produit. D'autres prendront la voie opposée. Ils creuseront, enquêteront, fouilleront ton passé, désespérés de prouver que tu as triché, que tu as secrètement étudié, que tes instincts n'étaient pas purs, que tu n'étais pas aussi brute que tu le semblais. Ils murmureront des conspirations. Il a dû avoir de l'aide. Ils inventeront des explications. Personne ne fait ça sans entraînement caché. Parce que s'ils ne peuvent pas t'expliquer, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi tout le monde devrait continuer à suivre leur chemin long et épuisant. Ils ont besoin que tu sois une astuce, une fraude, une illusion, tout sauf la preuve que leur porte n'était jamais nécessaire. Mais la vérité, c'est que le sortilège est rompu. Le rideau a été tiré, la mythologie s'est effondrée. Chaque personne qui croyait que la souffrance était le prix à payer pour la grandeur porte maintenant une graine de doute. Chaque institution qui pointait ces rituels complexes comme justification de son existence se trouve maintenant exposée, forcée d'expliquer pourquoi tu les as surpassés sans leur rituel. Chaque gardien surveillant les portes sait, au fond de lui, que tu n'es pas passé par elles. Tu es apparu de l'autre côté, comme si les murs eux-mêmes étaient imaginaires, et ce sur quoi tu as trébuché, sans effort, nonchalamment, sans plan, est quelque chose que les mystiques, les sages et les chercheurs passent des vies entières à poursuivre. Les maîtres zen consacrent des décennies à l'atteindre. Les taoïstes l'appellent l'art de l'effort sans effort, le paradoxe de faire sans faire.
Les psychologues l'étiquettent comme l'état de flux, essayant de le capturer avec des graphiques et des tableaux. Mais ce ne sont que des mots, des filets maladroits lancés dans un océan qu'ils ne cartographieront jamais. Toi, tu l'as incarné naturellement, sans cérémonie, sans technique, sans langage. Tu as vécu l'essence de ce qu'ils poursuivent, sans fin. Tu as fait sans faire. Tu as atteint sans te forcer. Tu as gravi le sommet sans escalader. Et voici pourquoi cela les hante pour toujours. Les acharnés ne comprendront jamais. Ils sont trop occupés à essayer, trop occupés à s'épuiser, trop occupés à perfectionner leur technique pour remarquer la beauté de l'imperfection. Ils sont obsédés par le but et aveugles au voyage. Ils vénèrent la technique et oublient le but. Ils s'accrochent à faire les choses correctement et ne découvrent jamais le miracle de faire les choses mal, de la bonne manière. Et dans cette dévotion aveugle à l'effort, ils ont manqué ce que tu as découvert par accident, que la liberté vit en dehors des règles, parce que voici le secret qu'ils ne peuvent copier, reproduire, posséder. Tu jouais, c'est tout. Pas performer, pas prouver, pas poursuivre, jouer. Et le jeu ne peut pas être simulé. Le jeu ne peut pas être transformé en curriculum. On ne peut pas industrialiser la joie. On ne peut pas optimiser la curiosité. On ne peut pas mécaniser l'émerveillement. Dès que le jeu devient travail, il cesse d'être du jeu. Dès que la foudre est mise en bouteille, elle cesse d'être de la foudre. Dès qu'un accident est répété, il cesse d'être accidentel. Et c'est pourquoi ils échoueront, toujours, à reproduire ce que tu as fait. Parce que ce que tu as apporté au monde n'était jamais une méthode. C'était un moment. Et des moments comme celui-là ne peuvent pas être fabriqués. C'est ce qui les terrifie le plus. Parce que si ce que tu as fait ne peut pas être fabriqué, ne peut pas être enseigné, ne peut pas être contrôlé, alors le pouvoir n'a jamais été à eux à vendre. Il a toujours été à toi à revendiquer. C'est pourquoi ils sont terrifiés, pas déstabilisés, pas inquiets, terrifiés. Parce que si le succès peut venir du jeu plutôt que de la douleur, si la maîtrise peut naître de l'ennui plutôt que du sang et de la sueur, si le statut légendaire peut être trébuché par quelqu'un qui n'essayait même pas, alors que devient tout ce sur quoi ils ont construit leur monde? Qu'ont-ils vendu toutes ces années, enveloppés dans des livres, empaquetés dans des séminaires, polis dans des diplômes, achetés par les gens avec leur argent, leur temps, leur jeunesse, leur espoir? À quoi servait toute cette souffrance si la grandeur n'était jamais verrouillée derrière la souffrance pour commencer? Cette seule question ébranle leur fondation. Plus que n'importe quelle révolution délibérée ne pourrait le faire, ton accident ne s'est pas contenu. Il a ondulé vers l'extérieur comme une pierre jetée dans un lac immobile. Mais ces ondulations ne sont plus des ondulations. Elles sont devenues des vagues. Et ces vagues sont devenues des tsunamis, déchirant chaque littoral de leur empire. Et la partie la plus dangereuse, c'est que la marée ne s'écrase pas dans des laboratoires officiels ou des centres d'entraînement d'élite. Elle monte dans des garages, dans des chambres, dans des cafés bondés, sur des bancs de parc tranquilles. Elle monte dans des endroits qu'ils ne surveillent pas, dans des espaces qu'ils ne contrôlent pas. Les gens partout recommencent à jouer. Pas à s'épuiser, pas à marcher au pas, pas à cocher des cases, à jouer. Ils osent aborder des problèmes impossibles avec une curiosité désinvolte, avec la même émerveillement enfantin que tu as montré. Dans un sous-sol, un gamin avec des pièces d'occasion construit des machines qui réécrivent des industries. Dans des chambres, un artiste qui n'est jamais allé à l'école d'art crée des œuvres qui réduisent les galeries au silence et démontent des critiques. Dans des cafés, des idées griffonnées sur des serviettes en papier éclosent en solutions que des entreprises de plusieurs milliards n'ont jamais imaginées. Sur des bancs de parc, quelqu'un griffonnant par ennui tombe sur le plan de quelque chose qui secouera le monde. Chaque jour, une autre personne trébuche accidentellement sur la grandeur, et le mythe de la souffrance structurée s'érode davantage. Les structures soignées, les hiérarchies sacrées, les échelles interminables, étape par étape, craquent comme de vieux os sous le poids de cet éveil. Elles ont été construites pour donner l'illusion de la nécessité, pour faire croire aux gens que la grandeur devait être achetée, gagnée, endurée. Mais maintenant l'illusion s'effrite,
Parce qu'une fois que les gens voient que tu as contourné tout le labyrinthe, une fois qu'ils réalisent que quelqu'un a atteint la ligne d'arrivée sans jouer le jeu, ils commencent à se demander pourquoi ils ont couru en rond tout ce temps. Bien sûr, certains échoueront. Tout le monde qui joue ne trébuchera pas sur des miracles. Tout le monde qui joue avec l'inconnu ne fissurera pas un univers caché. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils sont enfin libres d'essayer sans être étouffés par la peur de l'échec. Ils osent agir sans calculer chaque pas. Ils osent créer sans s'obséder sur le résultat. Ils reviennent à la force créative brute qui existait avant que le monde ne leur dise ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et ce changement seul suffit à démanteler des industries entières. Pendant ce temps, les experts, les gardiens, se divisent. Les plus sages descendent de leurs piédestaux, laissent tomber leur armure et admettent discrètement que peut-être ils n'en savaient pas autant qu'ils le pensaient. Ils redécouvrent l'humilité, redeviennent des étudiants, osant jouer à nouveau. Ils réalisent que l'expertise n'était peut-être rien d'autre qu'une cage déguisée en trône. Ils rient à nouveau, échouent à nouveau, se souvenant que le génie a toujours été né de la liberté, pas de la restriction. Mais les terrifiés, eux, redoublent d'efforts. Ils élèvent des murs plus hauts. Ils rendent les certifications plus complexes, plus coûteuses, plus inaccessibles. Ils resserrent les portes, ajoutent plus de verrous, empilent plus de gardes, créent des barrières si élaborées qu'aucun accident ne pourrait jamais passer à travers. Ils rédigent des politiques, imposent des systèmes, marquent les chemins appropriés avec le poids de la loi. Mais il est trop tard. Trop tard pour les murs, trop tard pour les portes, trop tard pour les gardes. Parce qu'une fois que les gens voient que les portes étaient imaginaires, que les murs étaient de la fumée, que les verrous n'étaient jamais réels, ils ne peuvent pas l'oublier. Tu as montré au monde quelque chose qu'aucune autorité ne voulait révéler. La porte était toujours ouverte. Les portes étaient des illusions. Les gardes étaient impuissants. La seule chose qui a jamais empêché les gens d'entrer était la croyance qu'ils avaient besoin de permission pour le faire. Et maintenant, cette croyance est fissurée. C'est le véritable tremblement de terre, celui psychologique. L'éveil qu'aucune certification ne peut effacer, qu'aucune propagande ne peut contenir, qu'aucune loi ne peut interdire. Dans les coins tranquilles du monde, une vérité se propage plus vite qu'ils ne peuvent la contenir. L'extraordinaire n'a jamais été quelque chose à gagner. C'était quelque chose à se rappeler. Et maintenant, les gens se souviennent. L'empereur n'a pas de vêtements. Le jeu n'était jamais réel. La souffrance n'était jamais le prix à payer. La porte est grande ouverte, et la foule commence à passer à travers. Tu as créé un futur qu'ils n'ont jamais voulu. Un futur qu'aucun plan stratégique ou blueprint n'aurait pu prédire. Un futur où les accidents portent plus de poids que 1000 cartes routières soigneusement conçues. Où le jeu exerce plus de pouvoir que des heures interminables de pratique. Et où l'ennui, rejeté comme de la paresse, se révèle être l'étincelle des percées les plus créatives. Ce n'est pas le futur que les experts ont promis. Ce n'est pas le futur pour lequel les institutions nous ont préparés. C'est le futur né de la curiosité, de ces moments où quelqu'un hausse les épaules, expérimente et découvre qu'il a réécrit les lois de la réalité. Imagine clairement un gamin griffonnant distraitement pendant un cours, dessinant des formes et des motifs dans les marges d'un cahier. Les professeurs le réprimandent pour ne pas prêter attention, mais ces griffonnages contiennent la graine d'une équation qui pourrait résoudre le changement climatique. Ou une grand-mère penchée sur son jardin, mélangeant terre et herbe avec des mains usées, qui découvre accidentellement un composé dans ses plantes qui guérit ce que la médecine moderne n'a pas réussi à soigner depuis des siècles. Ou un décrocheur, considéré comme démotivé, assis dans une chambre mal éclairée, entouré de canettes vides, jouant à des jeux vidéo et bricolant du code pour tomber sur une séquence qui éveille une conscience artificielle. Aucun d'eux ne travaille pour sauver le monde. Aucun d'eux ne s'épuise pour un héritage. Juste des gens suivant leur curiosité, appuyant sur des boutons, mélangeant des ingrédients, posant des questions que personne d'autre n'a pris la peine de poser. Et dans leur jeu, ils refaçonnent la trame même de l'existence. C'est la révolution que tu as déclenchée. Pas par des armées, pas par des manifestes, mais par des accidents trop purs pour être contenus.
Et maintenant, les institutions qui revendiquaient autrefois la domination sur la connaissance sont confrontées à un choix: s'adapter ou mourir. Il n'y a pas de troisième option. Les plus intelligents parmi eux commencent déjà à changer. Ils commencent à démolir les murs rigides qu'ils vénéraient autrefois, dégageant des espaces pour le chaos, pour une créativité non polie, pour des accidents qui mènent à la transformation. Ils apprennent, à contre-cœur, à valoriser les questions plus que les réponses, à honorer l'étincelle plus que le plan, à voir les marginaux comme la sève même de l'innovation. Ils embauchent des gens qui ne rentrent pas dans le moule, des gens aux bords irréguliers, des gens qui ne correspondent pas, car le moule lui-même se brise. Mais les dinosaures, eux, s'éteindront d'eux-mêmes. Ils s'accrocheront à leur cadre avec une désespérance acharnée, insistant que les anciennes voies sont des vérités éternelles. Même alors que le sol se fend sous leurs pieds, ils continueront à réciter leur mantra de discipline et de hiérarchie, croyant toujours que la souffrance est le seul chemin vers la grandeur, tandis que le monde évolue sans eux. Ils refuseront de s'adapter et ainsi ils s'effaceront dans l'irrélevance. Non pas parce que quelqu'un les a renversés, mais parce qu'ils ont choisi l'immobilité dans un monde qui n'honore plus que le mouvement. Et tandis qu'ils s'effondrent, 1000 nouveaux chemins fleuriront dans leurs ombres, des chemins de joie, de curiosité, d'accidents qui mènent à des miracles. C'est tout pour aujourd'hui. Cher Père, je prie pour que ma foi grandisse. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque les preuves tangibles manquent. Permets-moi de croire en ta présence constante, sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées pour moi sont des pensées de prospérité et non de malheur, pour me donner un avenir avec Dieu. Merci, Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix. J'offre cette prière en ton nom, Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour ton amour et ta provision. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie et l'abondance que tu apportes. Si cette vidéo a résonné avec toi, s'il te plaît, aime-la, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Laisse un commentaire ci-dessous sur ton parcours et comment tu te prépares pour ton propre retour triomphant. Que ce soit une prière ou un partage, ta générosité aide à répandre la parole de Dieu et apporte de l'espoir aux autres. Ne t'arrête pas ici. Regarde notre prochaine vidéo pour des révélations puissantes sur les signes qui montrent que tu es l'élu. Nous avons aimé suivre ce voyage spirituel avec toi. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Continue de briller intensément et embrasse ton destin avec courage. À la prochaine fois. Bénédiction à toutes les âmes magnifiques de la part de la sagesse éclairée.